Imaginé par Binge Audio. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ces engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus 2,7 degrés. Ça a été mon éveil écologique et j'ai basculé à ce moment-là dans cette éco-anxiété. Et des animaux ont disparu à cause de la pollution et bientôt ça va être à notre tour. L'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie. L'éco-anxiété, c'est une éco-émotion. Ma prise de conscience écologique, elle est surtout née, je pense, quand j'étais toute petite. J'ai été indignée, je pense, assez vite de pas mal de choses, comme les injustices sociales et tout. Quand j'étais petite, je parlais pas d'écologie avec mes parents. Je pense qu'ils devaient se rendre compte que j'avais un rapport peut-être à la nature, mais un truc un petit peu naïf, pas forcément naïf, mais genre de l'enfance, où quand... tu vas, par exemple, t'es dans un jardin et plutôt que d'aller jouer au ballon, peut-être que tu vas plutôt t'asseoir dans l'herbe et essayer de regarder les insectes, essayer de voir, en gros, vu que je suis quelqu'un d'assez sensible, et je pense que j'aimais bien me poser pour regarder, je sais pas, la brise dans l'herbe, ce genre de truc un peu poétique et tout. Mais je n'avais pas conscience qu'il y avait quelque chose qui tournait mal sur la planète et dans le monde. J'étais très triste quand je croisais des personnes dans la rue qui faisaient de la mendicité. Et en gros, j'avais toujours une sorte de poids dans mon cœur et dans mon corps. Quand, je sais pas, je marchais dans la rue, je voyais même des pigeons qui étaient isolés d'un autre groupe de pigeons. Et du coup, en gros, il y a plein de trucs comme ça où des fois, je me sentais triste pour des choses que je trouvais injustes. Et après, plus personnellement, par rapport à la question de l'écologie, ça a commencé en fait par hasard quand j'ai eu 13 ans. Du coup, là, c'est juste qu'on m'a fait prendre la pilule Diane 35 par mon dermatologue, parce que j'avais 3 petits boutons qui se battaient en duel et c'était un peu la solution miracle pour les adolescentes. Il suffisait que je dise au dermatologue que j'avais eu mes règles et il m'a dit super, on vous met sous Diane 35. Et du coup, j'ai pris cette pilule pendant 10 ans. Et après, j'ai commencé à prendre cette pilule à 14 ans et à 24 ans, je me suis dit c'est quand même bizarre de prendre un comprimé tous les jours comme ça. Je suis pas sûre que ce soit bon pour mon corps. Et en fait, du coup, la question de l'écologie est plutôt venue d'un truc hyper personnel dû à ma santé, quoi. Je sais pas, en fait, pour moi, la pilule, c'était un truc mauvais, vu que c'était l'industrie pharmaceutique. Et je me suis dit, ça doit faire quelque chose sur la planète. En gros, j'ai eu juste une sorte de petit questionnement un peu naïf, où j'ai voulu me renseigner. Et en effet, j'ai commencé à regarder des documentaires, à me renseigner davantage sur la question aussi même de l'industrie textile. En gros, de fil en aiguille, je me suis renseignée et le truc, c'est que moi, je peux pas oublier ce que j'apprends. Donc, à force de regarder des documentaires, de lire des trucs, je me suis rendu compte que qu'il y avait vraiment des problèmes dans la société et moi, je pouvais pas les oublier. Et donc, j'ai commencé à faire mes petits trucs de mon côté, toute seule, c'est-à-dire au lieu d'être végétarienne, je suis devenue végane. J'ai commencé à prendre que des vêtements d'occasion. Et voilà, du coup, c'est parti de là. J'avais commencé à prendre l'avion la première fois en 2018 pour des vacances, toute seule, mes premières vacances toute seule. Et je savais déjà que l'avion, c'était pas bien pour le climat. J'ai fait plusieurs voyages entre 2018 et 2019, parce que c'était un peu ce truc où je m'émancipais, je voyageais toute seule, j'étais trop heureuse et tout. Et en même temps, à chaque voyage, parce que j'en ai fait 5 en fait de voyages en avion dans toute l'année 2018-2019, et chaque voyage, j'étais vraiment au fond du trou quand je voyais en fait dans l'avion, depuis l'avion en fait, la surface de la planète. Et je me souviens que j'étais vraiment malade. Ça me rendait malade de voir ça. Je savais qu'il y avait des problèmes. Je savais que le dérèglement climatique existait, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Parce qu'il faut se renseigner vraiment avec profondeur pour comprendre ce que c'est, parce que ce n'est pas quelque chose de simple, en fait. Et il se trouve que
j'ai rencontré mon amoureux actuel, qui lui était militant, enfin qui est toujours militant écolo, et je lui ai demandé, en le rencontrant, j'ai dit au fait, moi je sais qu'il y a un problème, mais j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce que tu aurais vraiment des ressources pour que moi je comprenne mieux? Et il m'a envoyé des documentaires, il m'a fait lire des livres, et là je me suis pris une grosse claque. Je me suis dit, oh my god, il y a vraiment un truc très grave qui est en train de se produire. Et ça, c'était en 2020 seulement. Je suis quelqu'un de très impulsif, donc c'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, je suis focus là-dessus. Et le premier que j'ai eu, je crois que c'était pas un sentiment si dramatique que ça. C'était quand j'étais allée en 2020 en Bretagne. Je crois que c'était sur l'île de Bas que j'étais dans le Finistère. Et je crois que je regardais juste la mer, enfin l'océan. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est « Ah, ça restera ». Du coup, j'ai pas eu un sentiment de tristesse par rapport au fait que peut-être l'humanité était amenée, elle, à dépérir alors que elle, la nature, pourra survivre. Mais du coup, c'était pas un sentiment trop triste. C'était plutôt, c'est beau ce qu'on voit là. En fait, c'est sauvage, c'est vivant. Et par contre, moi, Maureen, qui suis humaine, de me dire, peut-être qu'en fait, là, on touche vraiment au bout du bout de l'humanité. Peut-être que là, on fonce réellement dans le mur et que on va littéralement souffrir dans le futur. En gros, l'éco-anxiété, moi, comment je l'ai vécu la première fois, c'est que ça rend tout bizarre. Ça veut dire que tu marches dans la rue et t'as plus cette insouciance que moi j'avais quand j'étais gosse. Par exemple, maintenant, quand je vois des enfants, je vois pas les enfants, je vois plutôt leur futur qui va être dur. C'est-à-dire que maintenant, je vois systématiquement les changements les oiseaux qu'on voit moins, les insectes qu'on voit moins, la nature qui devient jaune. Le fait qu'il fasse une chaleur effroyable, moi, ça me fait flipper. Après, j'étais en train de flipper dès que je prenais des trucs sous plastique. Du coup, j'étais rentrée dans un truc un mot de culpabilisation constant. Du coup, je savais que j'étais pénible et chiante. Mais ça a été accepté. Mais par contre, je me sentais seule néanmoins. Après, je crois que j'arrive mieux à communiquer maintenant, mais disons que je pense que je communiquais assez mal. Et du coup, si je me sentais seule aussi, c'est parce que je communiquais mal sur la question de l'écologie. Je pense pas que j'étais culpabilisatrice, mais je pense que j'étais tellement dans l'excès de vouloir être parfaite que ça pouvait sembler trop restrictif, ma façon d'être et de penser. Et du coup, ça donne pas envie aux amis de faire comme toi. Et pourtant, je les poussais pas à être comme moi. Mais je pense que vu que j'étais un peu stressée par tout ce que je devais faire, tout ce que j'allais faire allait avoir un impact sur le climat et tout, et je pense que... je sais pas trop comment l'expliquer, mais... vu que j'étais trop dans l'excès, j'avais l'impression d'être un peu toute seule et incomprise. Ce qui a commencé un petit peu à m'apaiser, c'était pendant l'été, je suis allée à une sorte de festival d'effondrement, je sais pas trop comment ça s'appelle, un truc avec des gens très 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 engagés, des militants quoi. Et du coup, il y avait des gens de tous les âges, des personnes, je sais pas moi, des lycéens, des étudiants, des parents, enfin des personnes en retraite et tout. Et ils étaient tous unis par cette conviction commune de leur engagement en fait militant pour le climat et la justice sociale. Et en fait, moi, de me retrouver avec des personnes qui pensaient comme moi, c'était nouveau pour moi. Parce qu'au début, j'étais un peu toute seule chez moi à faire mes petits trucs dans mon coin, à être végétarienne, à trier mes déchets, ce genre de choses. Et en fait, moi, ça m'a donné envie d'agir. Et du coup, je me suis dit peut-être que la désobéissance civile, ce serait ma façon pour moi de me sentir déjà appartenir à quelque chose, appartenir aussi à un mouvement. Je crois qu'un mois après, je me suis rendu compte que le mouvement Alternatiba à Paris organisait un camp climat.
Et du coup, je me suis fait violence parce que moi, c'est pas du tout mon truc de rencontrer de nouvelles personnes parce que je suis assez solitaire et assez introvertie. Et pourtant, je me suis dit, peut-être que j'en ai besoin. Et en effet, je suis allée là-bas. Il y avait des formations, et notamment des formations d'action non violente et de désobéissance civile. Et on nous a dit pendant ce camp climat que le 3 octobre 2020, il y avait une giga-action de désobéissance civile. Et cette action-là, c'était l'action sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où du coup, il était prévu que ce soit vraiment une action de masse, quoi. On a dit ensemble que l'avion, c'était le moyen de transport le moins nécessaire, le plus inégalitaire et le plus polluant. Ce qu'on voudrait dire aussi, c'est que là, on avait une centaine, un peu moins d'une centaine de personnes qui étaient sur le tarmac pour bloquer des avions. En gros, on allait être plus de 130 à courir sur un tarmac pour justement lutter contre l'extension, le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par le terminal 4. Et du coup, le 3 octobre, je me réveille à 5h du matin. On est plusieurs groupes de dizaines de personnes. Et on a comme but d'aller du coup sur le tarmac de l'aéroport. Moi, je savais pas parce que je faisais pas partie de la coordination. C'est-à-dire que je découvre le jour J ce qui va se passer. Du coup, ça te donne une poussée d'adrénaline de fou. Et du coup, là, on est dans le bus. Et je sens que c'est pas un endroit normal, c'est pas une entrée avec un portail, quoi. Il y a quelqu'un qui a une scie, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs, une meuleuse, je crois. Enfin, une scie, un truc qui est pas légal, quoi. Et du coup, on rentre par un trou qui a été... on rentre sur le tarmac et on court. Et on court pendant vraiment très longtemps, j'ai l'impression, au moins une dizaine de minutes, avec les voitures des gendarmes qui nous poursuivent, avec des pimpons et tout. Du coup, moi, j'avais très peur, je me dis, putain, je vais crever. Et du coup, on arrive là, devant cet avion, où il y avait du coup la manifestation, avec les prises de parole, et tous les militants qui sont assis avec leurs banderoles et tout. Moi, j'étais ce qu'on appelle une média activiste. Donc, je prends des photos, elles sont relayées par l'équipe qui communique sur l'action. Et franchement, j'avais les larmes aux yeux, je pense, du début à la fin. Parce qu'en fait, j'avais vraiment mal à la gorge. J'étais tellement émue, en fait, de voir tous ces gens réunis pour changer la société, quoi. Et je m'étais dit, je veux faire ça. Ouais, je me suis dit, je veux continuer à faire ça. Ça me fait trop du bien de savoir qu'il y a moyen qu'on fasse bouger les choses juste parce que on a envie de vivre heureux, quoi. Que l'humanité, elle se poursuive, que les animaux, ils soient contents. Enfin bref, que la vie soit belle, quoi. Et du coup, moi, j'ai voulu en fait continuer de militer par la désobéissance civile et puis après un peu plus par la sensibilisation, par le dessin, vu que je suis illustratrice. J'avais enfin trouvé des personnes qui pouvaient comprendre et tout. Et alors qu'en fait, mes meilleures amies, elles sont convaincues. Elles sont très sensibilisées. C'est juste, et j'ai compris avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Gilles, j'ai compris en fait que je communiquais juste très mal sur le sujet parce que je suis très impulsive, j'ai le sang chaud et tout. Et du coup, dès que j'ai l'impression de ne pas être comprise, je m'emporte, je commence à leur sortir tous les statistiques qu'ils n'ont pas forcément envie de recevoir. Genre, si tu fais ça, ça va avoir un tel impact sur le climat. En gros, je faisais mal les choses. Parce que s'ils ont envie de se renseigner, si elles ont envie de se renseigner, elles peuvent le faire, mais par leurs propres moyens. J'ai pas à leur imposer de regarder ce qui, moi, m'a convaincue. Et ça, c'est ce que je faisais, moi. Et j'ai compris beaucoup trop tard, en fait, que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est pour ça, vu que je suis illustratrice, maintenant, j'essaie de mieux communiquer, en gros, sur le sujet du climat et de la justice sociale, pour justement pas incriminer les gens. Et essayer de communiquer autrement pour pas que les gens culpabilisent s'ils font telle ou telle chose, si c'est considéré comme un faux pas, comme un écart qu'il faut pas faire, etc. Parce que évidemment, quand tu es trop, quand je m'emporte, c'est évidemment parce qu'il y a un truc au fond de moi qui va pas bien. Vu que j'étais trop anxieuse, je pense que c'était tellement viscéral que j'avais besoin qu'on comprenne à quel point c'était important, à quel point la situation est grave, à quel point il y a une urgence climatique. Et en gros, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Et vu que j'avais pas l'impression que c'était compris, que c'était un truc léger, parce que évidemment que ça donne pas envie de te dire il va falloir changer de vie.
il va falloir tout changer parce que sinon c'est la fin du monde. Évidemment que les gens ils n'ont pas envie de changer de vie. C'est agréable d'être dans le confort qu'on connaît actuellement et qu'on connaît même depuis qu'on est tout bébé. Je suis quelqu'un de très très extrême et du coup j'ai l'impression que la seule façon pour moi de me faire entendre, c'est vraiment de dévoiler tout ce que je ressens au fond de moi, le fait que je suis vraiment... j'ai envie en fait qu'ils comprennent le degré de gravité que c'est. Alors qu'en fait, je pense qu'elles en ont conscience et qu'ils en ont conscience. C'est juste qu'il faut peut-être laisser le temps aux gens de s'approprier l'urgence et d'agir quand eux, ils auront choisi de le faire, en fait. Alors, une chose qui me rend extrêmement fière et qui, selon moi, c'est ma plus belle victoire militante. Après, ça se trouve, s'il se passait des choses plus cool et que tout le gouvernement disait on arrête tout, là, ce serait vachement mieux. Mais ma maman, c'était quand même trop bien, parce que ma maman, elle m'a accompagnée pour la marche pour le climat du 12 mars, la marche Look Up. Et en fait, ce qui fait qu'elle m'a accompagnée, je pense, c'est parce que déjà, je parle au climat tout le temps. C'est tout ce que je poste maintenant sur ma page professionnelle, presque, sur Instagram. Et je pense que ma maman, elle aimait bien comment je communiquais sur ce sujet par le dessin. Parce que ça fait pas trop peur, c'est des dessins mignons et tout. Je parle pas trop de désobéissance civile et tout. Donc, je pense que ça lui a plu. Et j'ai fait un autre dessin sur la marche Look Up, justement, qui allait bientôt avoir lieu. Et ma mère m'a répondu à ce dessin. Elle m'a dit Maureen, je viendrai avec un petit cœur. Et en effet, il y a eu le moment où ma mère est venue, on s'est retrouvés au métro. Je la vois toute rayonnante avec son énorme pancarte. Je crois qu'elle avait fait la pancarte la plus grosse qu'elle avait écrite toute seule avec des petits dessins et tout de planètes. Trop mignon. Et je l'ai retrouvée, on lui a mis des petites paillettes sur les yeux, magnifique. Et après, je l'ai mise tout devant. Donc on la voit sur les photos, elle a failli assommer des personnes qui étaient invitées d'ailleurs, avec sa pancarte. Et elle était rayonnante, vraiment lumineuse et tout, avec un grand sourire. Et je pense qu'elle avait été émue qu'on partage ce moment toutes les deux. J'étais fière de savoir que ma mère m'accompagnait, parce que je partageais avec elle du coup ce qui était vraiment le truc le plus important pour moi dans ma vie en ce moment. Et ça se trouve c'était même plus important pour moi que le fait que ma mère ait été heureuse de ma première publication d'un livre pour enfants. Là, c'était vraiment de savoir que ma mère me comprenait et qu'elle avait envie de m'accompagner, de me montrer qu'elle était convaincue par ce que je faisais et que ça lui faisait plus peur du coup, et qu'elle acceptait le fait que je suis militante et qu'elle se rende compte que les militants qui s'exprimaient, ils étaient tous très gentils, très bienveillants, très forts, puissants et courageux. Et je pense que j'étais heureuse, quoi. Je pense que l'éco-anxiété, ça a eu un impact pas si négatif que ça sur ma santé mentale, dis-je en me grattant la peau. C'est parce que je pense que ça m'a donné pas mal de force en fait. Et je suis plus courageuse qu'avant parce que je pense que j'apprends à être plus résiliente aussi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de positifs là-dedans. Parce que même si je vais être évidemment touchée dans ma vie par le dérèglement climatique, parce qu'on va tous l'être, j'ai l'impression que de s'engager assez tôt, ça te permet de relativiser un peu. Et soit de relativiser, soit d'essayer de t'adapter, soit de vouloir agir, comme moi je le fais. Il y a plein de façons d'agir. Ça veut dire que tout le monde peut agir de la façon qui lui correspond. Moi, j'ai choisi la désobéissance civile et le dessin pour sensibiliser. Mais c'est très bizarre parce que en même temps, j'ai l'impression que mon éco-anxiété, elle est de plus en plus vécue, enfin de plus en plus profonde. Mais sauf qu'il y a quand même un aspect très positif sur le fait que j'ai l'impression d'avoir évolué aussi avec les problématiques qui sont inhérentes à ma vie quoi, depuis que je suis toute petite. Parce que comme je te disais, je me sens plus courageuse maintenant. Je rencontre des humains alors que je suis plutôt solitaire. J'ai fait de la désobéissance civile. Je me suis rendu compte que j'avais pas peur à ces moments-là parce que je sais que j'agis pour quelque chose de bien et pour une bonne cause.
Et pourtant, il y a cette gravité, tu vois, au fond de moi. Et c'est ça qui est particulier. Ça veut dire que j'ai de plus en plus peur. Et en même temps, je me sens un peu plus grandie dans tout ça. C'est très bizarre, en fait. Je ne saurais pas trop comment l'exprimer mieux, mais je pense que ça me permet de mieux vivre, en fait. Le militantisme me permet de mieux vivre l'éco-anxiété. Je suis éco-anxieuse et en même temps, je pense que l'anxiété me pousse à bout alors que la colère, au contraire, va plutôt me pousser à agir. Et c'est ça, en fait, il y a l'éco-anxiété. Du coup, je peux me considérer comme éco-anxieuse et en même temps éco-furieuse. Les moments où je me sens le mieux, je pense, c'est justement quand je deviens éco-furieuse. Parce que c'est les moments où je me sens capable de tout faire. C'est-à-dire de courir sur un tarmac, d'aller devant le siège de Total, enfin, gros, ce genre de choses, tu vois, où je me sens capable d'agir et surtout, je sais que je suis entourée. Et je pense que la colère, c'est quelque chose qu'il faut embrasser tellement ça donne du courage et tellement c'est important parce que là, on ne demande pas juste de manger des carottes et voir ce qui va se passer. Là, il y a vraiment un problème systémique. Et du coup, si tu es juste anxieuse, j'ai l'impression que tu peux pas lutter contre quelque chose qui va pas. Alors que si tu es en colère, si tu as la haine, là au moins, tu peux vraiment provoquer quelque chose. En gros, il y a quelque chose de beaucoup plus, une interaction possible que lorsque tu es juste anxieuse. Et moi, je crois vachement à la résilience. Par exemple, quand je vois des enfants, je sais que... non, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a dit. Je parlais à des jeunes parents, ils me disaient « nous, nos gosses, pendant la canicule, ils couraient dehors. Ils jouaient au ballon et tout. » Je m'étais dit « peut-être qu'on est sauvés, en fait. Ça se trouve, c'est juste nous qui allons mourir et tout le monde va aller bien. Les enfants iront mieux. » Non, en vrai, je me suis dit, en fait, les enfants sont très résilients, eux. Parce que s'ils ne connaissent que ça. Après, c'est peut-être moi qui suis très naïve, mais je m'étais dit, peut-être que les enfants, eux, ils ont une capacité de résilience vachement plus forte que nous. C'est pour ça, quand les parents m'ont dit, nous, nos gosses, ils jouent dehors, même s'il fait 40 degrés, ils sont super contents. Du coup, je m'étais dit, c'est cool. Sinon, je pense que ce qui est hyper important, c'est aussi de suivre des thérapies, d'aller chez un psychologue, une psychologue pour parler de ces sujets-là. Donc, il y a plein de façons, je pense, de se sentir mieux, que ce soit par l'action, par la création, par le fait d'être accompagné par une thérapeute ou un thérapeute. Et le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Maëlle Diallo. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi.